Car une amitié, contrairement au coup de foudre, n'est pas quelque chose qui tient du donné immédiat, mais elle s'inscrit dans la durée, se transforme avec ceux ou celles qui en sont les protagonistes, se brise ou se renforce du dépassement des conflits. Car l'amitié n'est pas exempte forcément de conflits, et l'amitié se nourrit des moments vécus ensemble, et la chaîne de ces moments lui donne sa texture, à nul autre pareil. Quelques souvenirs donc, appartenant à des répertoires différents, à des Bachirs divers, mais qui, cumulés, en font quelqu'un d'unique et d'essentiel. Si je respecte la chronologie de notre relation, je commencerai bien sûr par les années de Cagnes au lycée Louis-le-Grand. Il y était arrivé pour faire des mathématiques et s'y était retrouvé inscrit en lettres. Bachir, comme nous tous, mais peut-être plus que nous tous, arpentait les couloirs lors des intercours, nouait des relations multiples et se faisait toujours désirer, car il avait déjà ce charisme qu'on lui connaît. C'est ainsi que je l'ai rencontré. Il invitait aussi parfois ses congénères à manger un mafé dans les dortoirs de Louis-le-Grand, mafé qui ne valait certes pas celui que je goûterais plus tard chez ses parents, mais qui était une fort agréable récréation. Les dortoirs de Louis-le-Grand étaient alors prodigieusement inconfortables, peu propices au repli sur soi et de manière générale au travail, dans la mesure où ce qu'on appelait les turnes n'étaient séparées que par une mince cloison fermée par un volage rideau. Je trouve admirable d'avoir réussi de très difficiles concours dans ces conditions. Les classes préparatoires venaient alors tout juste d'être ouvertes aux filles, ce que d'aucuns, parmi les enseignants un brin machistes, déploraient en y voyant une inutile distraction. Pour nous tous, qui n'étions pas des polars, le lycée avait aussi une annexe, le Malbranche, au nom bienvenu pour un philosophe, un café tenu par de très traditionnels bougnats au fort accent auvergnat. Les bougnats ont aujourd'hui disparu, mais ils se ressemblaient tous, passaient les vacances dans leur Auvergne natale, ou pour ce qui était des patrons du Malbranche, les Tuzés, leur Lozère natale. Lui palabrait haut et fort, ne travaillait jamais, avait des opinions sur tout, maniait sans complexe les clichés les plus éculés, du genre « les juifs sont radins », était volontiers raciste, n'établissant qu'un brumeux rapport entre ses clients et les théories qu'il développait. Elle était charmante, travaillait tout le temps et s'improvisait parfois en figure maternelle, le temps de quelques conseils bienveillants et bien entendu inécoutables et inécoutés. Et Bachir était de ce Malbranche la figure la plus évidente, la plus prégnante. Il passait, comme nous tous et toutes, des heures à jouer au yam quand ce n'était pas au flipper, ces flippers dont ont désormais eu raison les jeux électroniques. Et je pense que Daniel, ici présent, s'en souvient. On y faisait ou pas nos devoirs, car on pouvait y rester toute une journée sans payer autre chose qu'un café. Bref, c'était la vie étudiante dans son charme fait de flâneries, de discussions enflammées aussi parfois, où l'on refait le monde. Et pour refaire le monde, il y avait aussi l'Union des étudiants communistes de Louis-le-Grand, que je fréquentais épisodiquement, de même que Bachir. Je me souviens très bien du jour où, autre temps, autre mœurs, vint en débat le très récent abandon du concept de dictature du prolétariat. Bachir démonta en un argumentaire philosophique imparable, mais les dirigeants du Parti communiste n'étaient pas des philosophes, l'absurdité qu'il y avait à abandonner ainsi un concept, comme il y aurait eu absurdité à enlever la brique centrale dans un mur. Il faut dire que l'UEC était alors ce qu'on appelait la tendance althusséro-maoïste et que Ulm était le bastion des dissidents pro-chinois. Autre souvenir un peu antérieur de Bachir philosophant, c'était au Conservatoire national des arts et métiers, où il parla des larmes d'Héraclite, prouvant à un auditoire plutôt vieux et très académicien qu'un tout jeune homme, né de plus dans un monde qui ne les prédisposait guère, était capable de maîtriser la pensée présocratique et d'en faire une analyse infiniment séduisante. Et à côté du Bachir philosophe, il y avait aussi le Bachir excellent danseur, celui qui était la star de bien des soirées, les booms, comme on disait à l'époque, qui allait au Palace, la boîte alors à la mode, avec un traité de philosophie en poche, du Nietzsche, sur qui il avait fait un DEA, ou du Schopenhauer, je ne sais plus. Il y avait aussi l'apprenti poète, qui s'inspirait du Rimbaud des voyelles. Il y avait le musicien, qui grattait la guitare en nous chantant Mandali. J'ai souvenir en particulier de vacances passées chez un ami,
dans les Pyrénées, où après vu le Super Western, qui est Le train sifflera 3 fois, nous chantâmes toute la soirée sur les airs joués par Bachir. Mandali, bien sûr, mais aussi Ferrat chante Aragon ou Brel. Nous étions un groupe d'amis proches, dont certains manquent hélas désormais à l'appel, et d'autres ont été perdus de vue. Nous passâmes ainsi des vacances ensemble, dans les Pyrénées, en Limousin, où mes grands-parents avaient une maison de campagne, et où nous jouions au portrait chinois. Et puis, nous allâmes à Dakar, où je découvris la chaleur de la maison familiale, ces 2 sœurs qui devinrent des amis, ses petits frères, devenus grands, que je retrouve encore aujourd'hui avec plaisir, son père, imposant de sagesse érudite, et sa mère, si absolument gentille qu'elle vous faisait fondre, totalement mère-poule, avec ce caractère anxieux que l'on attribue aux Saint-Louisiennes. Outre les soirées ou les plages de Gorée ou de Ngor, il y eut quelques moments phares. Cette discussion entre Bachir et son oncle Pathé, qui était en fait une discussion entre les 2 frères, mais où Bachir en quelque sorte parlait son père, et la visite de la librairie Sankoré, montée par le même Pathé, et malheureusement disparue quelques années plus tard. Il n'y avait là finalement pas de vraie surprise, et Bachir en famille ne me déconcerta pas. Il n'y avait pas chez lui, à mon sens, cette sorte de schizophrénie qu'on peut rencontrer chez beaucoup de gens qui sont différents suivant les milieux où ils se trouvent. Je pense aussi, et cela je le dois sûrement à Bachir, que cette unicité que je voyais en lui, le fait qu'il soit le même à Dakar et Paris, m'a beaucoup aidé à aborder l'histoire de l'Afrique subsaharienne quand j'en fis des années plus tard mon terrain, également en toute simplicité mon terrain de recherche, sans préjugés pernicieux que j'aurais sans le vouloir emprunté à quelque bibliothèque coloniale. Je lui en sais donc gré, et de bien d'autres choses encore, comme les discussions que nous pouvons avoir, ou mon respect pour les cultures et pratiques religieuses, quelles qu'elles soient, que m'avait d'ailleurs déjà inculqué une grand-mère au catholicisme simple et bon, mais que Bachir conforta, alors même que je suis agnostique. Et dans ses livres aussi, qu'il s'agisse de son Senghor, de Bergson postcolonial, de Comment philosopher en islam, je trouvais, outre des connaissances nouvelles, une manière de penser, ou pour me dire, un travail de la pensée, qui me permet de me confronter avec plus d'acuité, tout au moins je l'espère, à mes propres raisonnements. Mais je ne pourrais bien sûr ici dire toutes ces choses qui sont autant d'enrichissement de l'existence. Et j'ai retourné plusieurs fois à Dakar, à Dieuppeul toujours, puis à Point-E, à la cité des Mamelles. Je rencontrai sa femme Marème et connus ses enfants tout petits. Je connus aussi l'enseignant. J'assistais à un de ses cours de logique et à un séminaire de DEA pour lequel il avait su constituer, on en a déjà parlé ici, un groupe d'élèves cohérents et unis, dont certains sont dans cet amphithéâtre. Je découvrais sans surprise un enseignant aussi charismatique que l'avait été le conférencier. Mais ainsi se tissaient toujours les fils d'une amitié forte, mais que la distance aurait pu affaiblir ou affadir. Il n'en fut rien. La distance, au contraire, la rendit curieusement plus prégnante, lui ôtant au fond tout caractère conjoncturel et faisant se réjouir d'autant plus de rencontres plus rares mais plus fortes, se doublant en quelque sorte du plaisir des retrouvailles. Je peux dire à Bachir que je suis heureuse que nous puissions vieillir ensemble. Et puis, nous avions des rituels, ce qui contribue aussi insipide pourrait-il paraître à quelque extérieur, à consolider l'amitié. Toutes les amitiés ont, je crois, des rituels qui manifestent au fond une sorte d'intimité dans la répétition, un quelque chose aussi dérisoire que ce soit que d'autres ne partagent pas. Un de ces rituels, et j'espère que Bachir ne m'en voudra pas de le dévoiler, était ce que nous appelions la totale. Il s'agissait d'aller voir un film distractif, le film idiot, disions-nous, puis de dîner, en général dans une pizzeria. Nous allâmes voir ces films idiots jusqu'au jour où nous passâmes 1h30 à endurer John Travolta sur un cheval mécanique. Nous avions honte en sortant, osions à peine nous regarder. Depuis, le rituel a perduré, mais avec des films un peu moins idiots. Banal, dira-t-on bien sûr, mais nécessaire, comme Bachir est nécessaire et est un remarquable ami, un ami très fidèle, mais non pas, là encore, de cette fidélité donnée une fois pour toutes, mais d'une fidélité travaillée, construite et dynamique. Un ami très fidèle et remarquablement présent dans les coups durs. J'en fis l'expérience. Si je devais trouver un mot pour le qualifier, je le dirais pluriel, un mot qui a d'ailleurs déjà été employé ici. Pluriel comme le monde pluriel de cette pluralité qu'il appelle de ses voeux, pluriel, c'est-à-dire aussi universel, de cet universel auquel il continue à croire, envers et contre les mauvais vents des populismes identitaires.
Et cette pluralité de cultures, de points de vue, est en lui harmonieuse, remarquablement simple, bien qu'il soit aussi complexe, et fait qu'il est à la fois professeur à Columbia, intellectuel sachant être médiatique sans simplification abusive, qu'il est à la fois dakarois, parisien et new-yorkais, et tant d'autres choses, sans être jamais ni mandarin, ni dogmatique, mais infiniment tolérant. L'être aussi, le moins médisant que je connaisse. Bref, plusieurs en un et un ami, multiple. Et pour finir, comme j'ai commencé, une citation, et cette fois, je demande l'aide de Montaigne. L'amitié, écrit Montaigne, est cette chaleur générale et universelle, tempérée au demeurant et égale, une chaleur constante et racise, toute douceur et polissure, qui n'a rien d'âpre et de poignant. Je vous remercie.